Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc la table ronde que nous allons maintenant mener ensemble a pour titre La résilience, l'état de la société dans le long et le très long terme et les scénarios chaos. Donc résilience et état de la société dans le long et le très long terme, avec une vision un peu inquiète, puisqu'on parle de scénario chaos. Alors je pense qu'on sera amené à y revenir, parce qu'il faudra parler un peu de ce qu'il y a derrière ces inquiétudes concernant le long et le très long terme, avec probablement des mondes et des types de questions, une typologie à essayer de mettre en place, avec sûrement des relations entre ces différentes questions, mais aussi des différences. Et donc il faudra essayer de voir quels sont les points communs et les différences entre l'ensemble des problèmes dont nous allons parler. Il est clair qu'il y a des questions qui sont finalement plutôt pour la décennie ou les 3 ou 4, 5 décennies qui viennent, comme on va le voir avec les transports en particulier, même si on peut aller aussi au-delà. Les questions de CIGEO à l'autre bout, on a vu que c'était des questions qui pouvaient être séculaires, multiséculaires, donc des horizons de temps différents. Et puis évidemment des périmètres en termes géographiques, mais en termes de domaines d'action très différents. Et qui dit résilience et état de la société demain, dit qu'on s'intéresse aux capacités d'action, aux capacités pour agir aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'investissements publics pour améliorer notre vie collective, au moins dans les décennies qui viennent. Mais évidemment, il s'agit aussi et donc de réfléchir à ce que peuvent apporter ces investissements demain, aux sociétés de demain aussi. Donc ça implique de réfléchir à nous jusqu'où on peut aller, mais aussi quelles vont être les conséquences de ces investissements demain. Alors précisément dans ces scénarios plus défavorables. Donc est-ce qu'ils vont, au-delà de leur utilité naturelle, si je puis dire, contribuer à la résilience, à une vie plutôt sympathique pour les scénarios futurs ou pas, ou au contraire avoir plutôt un impact défavorable dans les États les plus défavorables. Et donc on voit qu'il y a... Mais pour autant, au-delà de ces questions finalement de contribution à l'adaptation des sociétés futures, si vraiment il y a des scénarios défavorables, on peut peut-être s'interroger aussi sur les actions qui permettraient de diminuer la probabilité de ces scénarios défavorables. Donc on a deux types de questions derrière en termes d'action pour aujourd'hui. C'est la contribution à l'adaptation des sociétés futures, mais aussi, si on va jusqu'au bout de scénarios qui traduisent ces inquiétudes, il va falloir se demander ce qu'on peut faire pour essayer d'en diminuer la probabilité ou de changer les trajectoires dès aujourd'hui. Peut-être le plus important dans un certain nombre de situations, comme d'ailleurs on le voyait dans un des transparents de Aude. Donc une fois que j'ai dit ça, je justifie l'organisation de la table ronde, puisque je pense profondément qu'il est quand même très difficile de parler d'inquiétude et de scénarios dans le long et le très long terme si on ne se demande pas à propos de quoi on en parle. Et c'est bien parce qu'on est sur des domaines d'action pour aujourd'hui et des domaines d'inquiétude pour demain et non pas dans la plus grande généralité. Et donc ça justifie qu'on commence à avoir 3 interventions qui vont, elles, partir de sujets, je ne dirais pas microscopiques du tout, mais enfin des sujets d'ampleur, mais des sujets différents. Donc on aura d'abord Patrice Geoffron qui va revenir sur le scénario chaos dans les déchets nucléaires, puisqu'elle a beaucoup travaillé sur cette question dans le cadre qu'on a évoqué tout à l'heure, et puis qui ouvrira aussi aux questions un peu différentes, mais qui se posent aujourd'hui, quotidiennement, autour de la géopolitique de l'énergie, qu'il connaît très bien. Alain Sauvant abordera et continuera la discussion esquissée sur la prospective des transports, qui est une illustration là, des problèmes pour les décennies qui viennent, très intéressante, autour des questions climatiques en particulier. Et puis ensuite, François Dassa plongera dans le secteur électrique, pour essayer de peut-être tirer quelques leçons des prospectives dans ce domaine, pour essayer de mieux faire demain, et puis de donner des perspectives sur comment bâtir des scénarios pour régler quel type de questions dans l'avenir. Après cette série de 3 interventions, on aura 2 interventions, je dirais, plus globales, avec du recul, et peut-être une attitude critique, au sens universitaire du terme. Et donc ce seront Hugues de Jouvenel et Émile Quinet. Hugues de Jouvenel avec son regard sur la prospective globale, son expérience de cette prospective dans l'ensemble des domaines,
Et puis sa connaissance de l'histoire longue aussi, hein, pour nous faire réfléchir sur ces scénarios. Et puis Émile Quinet, qui lui a une vision globale sur l'ensemble des questions de calcul économique public, qui terminera cette première série. Et puis après, on verra où on en est. Et j'espère qu'on aura quelques temps pour des questions et pour des réactions des intervenants. Je propose qu'on fasse en tous les cas un second round si on a un peu de temps, pour que vous puissiez réagir vite, mais vous aussi critique peut-être sur les autres interventions. Voilà. Donc je propose qu'on commence. Patrice, c'est à toi. Oui, merci Jean-Paul, y compris pour le temps consacré en amont à préparer cette table ronde. Très heureux de retrouver ici certains des protagonistes de cette grande aventure qui a été l'ESE de CIGEO. Je vais vous proposer 3 réflexions. Premièrement, revenir un peu sur ce que tu appelais le chaos. Il y a du hockey aussi, mais les circonstances dans lesquelles on a été conduit à considérer ce type de scénario. Je vais me permettre ensuite un détour ou un pont vers les transports pour vous dire ce que ça m'inspire au regard d'un certain nombre de chocs que nous subissons présentement et de fait depuis quelques années, avec un petit exercice de contrefactuel à rebours et en essayant d'imaginer dans quelle situation nous serions si nous avions accéléré notre décarbonation. Et j'en viendrai à quelques conclusions, préconisations, notamment sur des analyses, me semble-t-il, à conduire sur cette valeur assurantielle, ici et maintenant, et pas uniquement dans le très long terme. Donc je tire le très long terme à nos jours, si je puis dire, parce que la conviction que j'ai acquise au travers de cet exercice, encore une fois, fabuleux, c'est que malheureusement le long terme et le chaos est plus proche de nous que ce qu'on escomptait à un moment. Donc premièrement, petit retour sur notre histoire et sous le contrôle d'Émile qui était là présent tout le temps et qui présidait à nos... Dans un premier temps, ce qu'on a essayé de faire finalement, c'est de réfléchir avec un peu de bon sens. Enfin, le bon sens ne suffit pas en toutes circonstances, mais notamment de culture historique. Parce qu'on était conduit à se projeter dans le 22e siècle, ce qui en tant que tel était déjà extraordinaire, le 23, le 24e, puisque finalement, si on doit considérer la possibilité d'un renouvellement de l'entreposage en surface, on est conduit à aller regarder très très loin dans le temps. Évidemment, c'est totalement fascinant. On est conduit à se poser des questions comme la négativité du taux d'actualisation. Assez rapidement, on se perd. Et donc la première question qui s'est posée, c'était de dire si on nous demande finalement d'aller regarder 3 siècles devant et si on regardait un petit peu 3 siècles derrière nous, et ne soyons pas simplement abusés, ce qui peut conduire à un aveuglement au désastre, par le monde dans lequel nous vivons depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui de fait est plutôt une exception. Il faut remonter à la paix romaine pour trouver sur nos territoires 70 ans ou 80 ans, et je ne sais pas s'il ne faut pas en parler d'ores et déjà au passé, de continuité dans la paix. Donc on est revenu 3 siècles en arrière, ce qui nous a amené à la fin du règne, quelque part dans le règne de Louis XIV. Et puis on a regardé les chocs depuis, on s'est demandé finalement si certains de ces chocs, et notamment du XXe siècle, évidemment les 2 premières guerres mondiales, devaient advenir, eh bien ce qu'il en serait des dangers. On a à ce moment-là développé un scénario, vous vous souvenez peut-être qu'on a qualifié de scénario Pearl Harbor. Que se passerait-il dans ce cas de figure sur un entreposage renouvelé, mais dans une société dans laquelle les institutions auraient laissé la qualité des colis se déliter, etc. On s'est aperçu qu'on était dans une zone dans laquelle on ne disposait pas d'analyse précise sur ce point, et les interactions avec l'IRSN ont permis de préciser la nature des risques, et ce qu'évoquait Estelle Buty tout à l'heure. Et on s'est aperçu qu'à l'évidence, dans une société d'élité, il y avait un risque, et donc ça nous a conduit à prendre en considération cette valeur assurantielle. Mais toute cette histoire a commencé à s'écrire en 2019, et on était avant les grands bouleversements ou les grands chocs qu'on a connus depuis. Et donc moi, ce qui me frappe, c'est à quel point finalement ce Pearl Harbor hypothétique du 22e siècle de 2023, ou en tout cas les chocs subis par nos institutions, et bien à quel point finalement ces enseignements du très long terme doivent nous conduire à éclairer nos choix présents. Et donc je vais vous proposer un petit scénario à rebours qui est fondé. Il se trouve que je travaille ces temps-ci pour différents opérateurs de transport, notamment la SNCF. Vous savez que la SNCF a un grand projet de multiplier par 2 les flux de passagers et les flux de fret, avec à la clé un investissement de l'ordre de 200 milliards. Voilà, étant entendu que ça suppose de mobiliser uniquement des technologies qui sont à maturité, de mettre des tunnels au gabarit, de faire des RER autour de métropoles. Donc voilà, on n'est pas dans la science rocket, dans de la science-fiction. Et donc ma question, c'est où en serait-on aujourd'hui si, dès le début du XXe siècle, on avait consenti à ce type
d'investissement. Évidemment, je parle sous le contrôle de plusieurs experts qui sont bien plus experts sur ces questions que moi. Mais donc imaginons ces 100 milliards, alors moins évidemment compte tenu de l'actuel, qu'on les ait investis, suffisamment tôt pour, premièrement, affronter un premier choc qui est un choc, pétrolier, celui de 2017-2018, qui a conduit à la crise des Gilets jaunes, qui a tout de même déstabilisé notre République comme ça n'avait pas été le cas depuis tout de même pas mal de temps. Et de fait, c'est probablement le premier grand choc de cette ampleur de la Ve République, plus encore peut-être que mai 68, mais enfin peu importe. Et qui par ailleurs a eu un impact très fort évidemment à la fois sur les finances publiques, sur l'acceptabilité de la taxe carbone, sur sa trajectoire et de fait a déstabilisé notre capacité en tout cas à financer notre décarbonation. Premier choc. Deuxième choc, la crise Covid. Il y a des travaux multiples et convergents dans leurs conclusions et qui à la vérité sont peu étonnants, qui montrent une surmortalité Covid dans les métropoles, dans les conurbations, y compris les travaux récents. La presse en a même fait assez largement état. Des travaux récents, à la fois des travaux nord-américains et des travaux européens, qui ont montré la surmortalité Covid en Île-de-France, en Lombardie, liée à la pollution de l'air. Ce qui n'est pas à la vérité une très très grande surprise, puisque finalement cette pollution de l'air conduit à des facteurs de comorbidité. Enfin, on peut tous mobiliser la petite expertise qu'on a dû constituer pendant ces 2 années, peut-être plus de crise sanitaire. Donc ça n'est pas. Mais ça veut dire également que si la qualité de l'air avait été meilleure, elle l'aurait été si on a vu plus de systèmes de transport bas carbone, eh bien les tensions sur les systèmes sanitaires auraient été, le système hospitalier aurait été moindre, les confinements probablement auraient été moindres, le quoi qu'il en coûte aurait coûté, aurait probablement coûté moins. Et puis, troisième temps, à l'heure actuelle, nous subissons une troisième crise, alors qui n'est pas en tant que tel un choc pétrolier, et d'ailleurs qui ne se singularise pas uniquement au plan pétrolier, disons qu'il y a un choc de sécurité d'approvisionnement, et qui crée toute une série de difficultés, qui conduit au moment où nous parlons à abonder à hauteur de 30 centimes d'euros chaque litre de carburant, et puis par ailleurs à poser très largement des boucliers tarifaires sur les tarifs de l'électricité, sur les tarifs du gaz, avec des coûts collectifs qui sont assez élevés et qu'on aurait abordé dans de meilleures conditions si nos efforts de décarbonation en matière de transport, mais également en matière de logement, avaient été plus avancés. Le point de chute de ce raisonnement, encore une fois, vous avez compris que c'est un petit calcul de coin de table et vraiment pour animer l'échange entre nous, c'est que si nous avions investi par hypothèse ces 100 milliards plus tôt dans le siècle, nous aurions eu plus de résilience, tu évoquais ce qui nous réunit dans cette table ronde face à ces 3 chocs, et probablement que la dette publique, qui depuis 2010 au bas mot a augmenté d'à peu près 50% du PIB, c'est-à-dire au minimum de 1000 milliards d'euros, aurait été moindre. Bon, voilà un peu la limite du raisonnement que je suis en mesure de tenir, mais il me semble qu'il y a de bonnes raisons de considérer qu'il y aurait eu un payback assez rapide, notamment au travers de la valeur de cette résilience, la capacité à faire face à des chocs qu'on n'avait à l'évidence pas anticipés, mais qu'on ne peut pas s'interdire de penser pour l'avenir, parce que nous serions fous si nous gâchions une crise de plus en n'ayant pas capturer cette valeur assurantielle et donc cette capacité à subir des chocs futurs, notamment au travers de ces types d'investissements. Alors, ma conclusion, c'est la suivante. Je connais d'assez près les travaux qui ont été placés sous la houlette d'Alain Quinet, la valeur assurantielle, non pas la valeur assurantielle, la valeur tutélaire des tonnes de CO2 évitées et la manière dont tout ça a été réévalué. Il me semble qu'il y a une urgence à conduire ces travaux dans d'autres domaines, et c'est ce que disait Aude Pommeret tout à l'heure, et puis plus globalement à intégrer cette valeur assurantielle dans les analyses de calcul public. Ma conviction étant qu'encore une fois, le long terme, c'est maintenant. J'ai terminé simplement par un exemple, et c'est un des sujets sur lesquels je travaille à l'heure actuelle. Donc pour faire face à cette crise gazière, eh bien, on va devoir trouver d'autres sources d'approvisionnement. On va avoir du mal à remplacer les 150 milliards de mètres cubes de gaz russe par du gaz venant d'ailleurs. Je siège au conseil d'administration d'LNG, donc qui a la charge d'importer du GNL, et les infras sont proches de la saturation, et puis le gaz il va plutôt retourner en Chine qu'en Europe à l'avenir. Et donc il va falloir notamment produire plus de biogaz, notamment à partir de
de déchets agricoles. Il y a des analyses qui sont en cours de développement et qui sont en train de montrer la capacité actuelle pour les installations agricoles, selon qu'elles ont un méthaniseur en exploitation, à la capacité à faire face aux différents chocs énergétiques, aux chocs également sur les prix alimentaires. Et donc il y a une démonstration qui également, dont la conclusion n'est pas très surprenante, qui est l'amélioration de la résilience. Et puis un autre résultat qui est assez intéressant, vous avez peut-être également entendu dans la presse que des méthaniseurs qui avaient pu faire débat dans des collectivités se trouvent désormais mieux acceptés parce qu'on a des contrats directs d'approvisionnement en gaz vert avec des collectivités dont certaines, par exemple, ont pu garder des piscines ouvertes alimentées par ce gaz. Et donc ça conduit à reconsidérer, en prenant encore une fois, et c'est le point d'atterrissage, la valeur de résilience, y compris localement. Peut-être qu'on a là également une partie à l'acceptabilité des investissements qu'il va falloir consentir, dans le domaine des transports évidemment, et certains soulèvent des questions d'acceptabilité, mais également finalement dans tous les domaines de la transition, dans beaucoup d'entre eux, à l'exception probablement des investissements en efficacité dans le bâtiment, mais en tout cas tous les moyens de production avec une emprise industrielle soulèvent des problématiques d'acceptabilité qui pourraient s'améliorer en prenant en compte la valeur de résilience. Merci. Rebonjour. Alors, je vais essayer de manipuler la zapette. C'est pas la bonne présentation. Non, c'est pas la bonne présentation. Vous pouvez mettre la mienne, ça serait gentil. Ah, bon, je vais commencer le temps qu'on mette la présentation. Donc, je vais parler un petit peu de ces questions de résilience et dans le long terme et le très long terme. Mon propos va centrer largement sur le sujet des transports et des mobilités et dans lequel on est dans des situations de séculaire, décennale, séculaire. On n'est pas dans des scénarios millénaires comme peut être peut-être le sujet des déchets nucléaires, ou certains d'entre eux en tout cas. Mais c'est quand même déjà le temps long. Et ça nous a amené à avoir une réflexion sur la prise en compte de ces incertitudes dans ces échelles de temps, et notamment dans l'évaluation de projets. Donc, un projet, on va faire un tramway à un endroit, une route à un autre, un aéroport dans un troisième endroit. Qu'est-ce que ça change à l'évaluation du projet, ces différentes incertitudes de contexte. Je vais voir s'ils ont réussi à mettre le truc. Ouais, non, bon. Vous me dites quand je pourrais passer quelques slides pour appuyer mes propos, mais sinon je vais continuer. Alors, en gros, vous avez des contextes qui sont contrastés. L'avenir n'est pas certain. Et donc, ça amène une réflexion sur quelles sont les principales thématiques d'incertitude. Vous en avez une, on a parlé en début de matinée, à l'évidence, autour de l'effet de serre, parce que sa gravité est elle-même incertaine. Est-ce qu'on franchira des points de bascule ? Est-ce qu'à un niveau de hausse de température donné, les dommages seront plus ou moins importants, hein, si l'Antarctique lâche, par exemple, il y aura plus de dommages que s'il ne lâche pas en termes de montée des eaux. Et puis, si le fait que la chaleur augmente relâche davantage certains gaz qui sont prisonniers dans le permafrost, à ce moment-là, on aura également davantage d'augmentation de la température par des boucles de rétroaction. Alors, tout ça... voilà, tout ça, ça amène à regarder ces différentes incertitudes pour... je vais avancer dans le... Alors, hop. Voilà, sur les différents types d'incertitudes qu'on peut avoir. Donc, le dérèglement climatique, je viens d'en parler. Après, on en a d'autres auxquels on pourrait penser. On a le sujet des contextes de type population, PIB, prix des énergies aussi. Alors, il y a des incertitudes. Elles sont peut-être pas si radicales que ça. On peut avoir quand même des séries dans le passé, les catastrophes à la Barrow, où il y a toute une littérature sur les différentes catastrophes qui peuvent arriver. C'est arrivé dans les 50 dernières années qu'il y ait des pays qui ont perdu 2/3 de leur PIB en 3 ans, surtout quand je crois que c'est le maximum qui a eu lieu.
Kampuchea démocratique. Donc c'est des choses qui peuvent arriver partout. On a un peu d'économétrie, mais est-ce que l'avenir est comme le passé? On ne sait pas très bien. Les sujets géopolitiques, on vient d'en parler. Si je regarde par exemple dans le secteur des transports, aujourd'hui il est très dépendant de l'approvisionnement en pétrole. Les voies d'approvisionnement du pétrole peuvent être bloquées. C'est arrivé dans les début des années 90. Ça peut arriver à nouveau. Peut-être ce qu'on n'a pas eu dans les années 90, c'est un blocage par une puissance nucléaire. Ça pourrait arriver un jour et à ce moment-là, on ne pourra pas juste envoyer un bataillon régler le problème. Donc c'est un sujet qui amène aussi à prendre en compte, par exemple, du stock de sécurité, qu'avoir quelques mois de stock de sécurité, est-ce qu'il est bien dimensionné? Ce serait une question intéressante. Et puis, bon, après, on a les risques, ce que j'ai baptisé nouveaux barbares post-romains, mais c'est peut-être plus sur les approches de millénaires pour les déchets nucléaires, mais dans le secteur des transports, même pour un siècle, après tout, pourquoi pas aussi prendre en compte ce genre de sujet. Alors, je vais essayer d'esquisser une méthode sur le sujet du dérèglement climatique qui est un peu plus chiffrable que, par exemple, la biodiversité, où on ne sait pas très bien chiffrer les conséquences encore aujourd'hui. On sait qu'il y en a, elles sont quand même très incertaines. Ce serait une méthode qu'on pourrait élargir d'ailleurs à ce genre de secteur, par exemple sur toutes les questions d'artificialisation net zéro qui sont liées à une partie des risques autour de la biodiversité notamment. Ce serait peut-être une manière de concilier la protection de l'avenir et le bien vivre au quotidien d'aujourd'hui. Alors, je reviens sur cette matrice où vous avez les risques liés à la gravité du changement climatique en vertical, et puis les technologies, est-ce qu'elles sont plutôt, on a des bonnes surprises ou plutôt des mauvaises surprises, et puis quand on combine les deux trucs positifs, on est dans le vert, quand on combine les deux trucs négatifs, on est dans le rouge, et ça nous fait donc un scénario OK et un scénario KO. Alors, donc, la gravité du dérèglement climatique, j'en avais parlé. S'il y a des sous-estimations de dommages, des boucles de rétroaction, on va vers des choses qui sont beaucoup plus graves, 2, 3, 4 fois plus graves au moins. Les technologies, alors dans les transports, il y a des technologies qui sont relativement mûres aujourd'hui. Si je prends par exemple le véhicule électrique, bon, on en commercialise déjà. Ce qui n'est pas sûr, c'est qu'on arrive à avoir des prix de revient qui soient abordables sans être publics à long terme. Ça paraît quand même relativement bien parti, mais voilà, il y a quand même toujours des risques. Et puis vous avez plus de risques. Par exemple, avoir des avions à hydrogène vert dans les 30 prochaines années. Il n'y a rien qui est contraire aux lois de la physique, mais c'est un défi technologique majeur. Il faut stocker l'hydrogène de manière liquide à bord, il faut le brûler sans brûler l'avion et les passagers qui vont avec. C'est probablement possible, mais à grande échelle industrielle, c'est quand même loin d'être évident. L'allongement, même si on va vers des véhicules électriques dans une certaine mesure, leur allongement de durée de vie, ça, il est plus incertain. Peut-être que oui, peut-être que non. La fabrication du véhicule et de sa batterie de manière décarbonée, c'est aussi pas complètement évident. Il faut extraire les minerais de manière décarbonée, faire la fabrication de manière décarbonée. On pourrait aussi parler d'ailleurs de la quantité de kilowattheures à bord du véhicule, qui est aussi un sujet. Est-ce qu'on peut en mettre un peu, beaucoup? Est-ce que ça peut marcher? Tous ces sujets-là, il y a beaucoup d'incertitudes. Et puis vous avez sur les ressources beaucoup d'incertitudes. Les biocarburants, la biomasse, combien on en a qui est réellement disponible si on veut quand même arriver à manger sur toute la planète. En fait, quand vous lisez la littérature, personne n'est capable de vraiment vous renseigner là-dessus de manière sérieuse. Et puis les ressources minérales, alors on a parlé du pétrole, mais on a aussi toutes les ressources pour la fabrication d'électricité décarbonée et les moteurs, etc., qui sont en fait très incertaines si on raisonne à grande échelle. Bien sûr, s'il y a un seul pays qui passe sa mobilité à l'électrique, ça passe. Si c'est l'ensemble des pays du monde, ce sera peut-être un peu plus tendu. On voit les cours du lithium actuellement qui flambent, rien qu'à l'état actuel des choses. Donc vous avez pas mal de risques. Les autres sont moins importants quand on fait un calcul d'ordre de grandeur, le risque sur le PIB par habitant et la population, prix des énergies, alors voilà, sauf catastrophe majeure, voilà, la certitude est elle-même incertaine évidemment. Alors,
comment attraper ceci dans le calcul économique, l'insérer dans le calcul économique? Dans ce cadran rouge, le scénario KO, on a dans nos bibliothèques de scénarios un scénario où on atteint la neutralité carbone, mais avec des mesures draconiennes. Des mesures qui vont bien au-delà en termes de valeur d'action carbone de ce qu'il y a dans le rapport Alain Quinet 2, qui est autour de 500-700 € la tonne de CO2. Quand on fait le calcul, quand les technologies ne sont pas complètement au rendez-vous, pour arriver à boucler, il faut détruire de la demande, en gros la destruction de demande. On va peut-être faire ça cet hiver dans l'industrie à cause de la pénurie de gaz. En fait, comme l'élasticité prix des transports est quand même très faible, parce que c'est un bien assez indispensable, si vous devez aller au bureau, si vous n'avez pas de transport, vous ne pouvez pas y aller. Encore si vous êtes un télétravailleur potentiel, ça va quand même, mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de solution. Vous êtes obligé de rouler quand même, quel que soit le prix. Donc ça fait quelque chose de très difficile et ça fait grimper la valeur d'action carbone à des niveaux énormes, 5 000 € environ, et probablement des politiques de rationnement qui sont quand même pas toujours extraordinaires et très sympathiques. Et donc le fait de les éviter, ça a une valeur assurantielle. Et donc, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est l'ordre de grandeur de cette valeur assurantielle si ce contexte KO se révélait vrai. Alors, comment on le fait de manière schématique? En fait, si on a un projet, on peut le calculer avec le contexte actuel, ça nous donne le scénario OK. Si on veut le regarder dans un scénario KO, on a cette bibliothèque de scénarios qui nous permet de regarder les avantages bruts. Et en première approche, si on fait un prorata, une règle de 3 avec les trafics, ça marche à peu près. Si on a un très très vaste programme, il faut probablement faire un calcul plus détaillé. Mais sinon, on peut prendre notre bibliothèque de scénarios et dire, voilà, dans le scénario KO, il y a un peu moins ou beaucoup moins d'avions, par exemple, parce que c'est un secteur qui est très difficile à décarboner. Donc, si on veut atteindre la neutralité, c'est un peu plus délicat. Alors, on a dans cette bibliothèque différents scénarios. On a pris donc le scénario de Paris sociétal, ça fait le scénario KO. Le scénario d'ambition de base, ça fait le scénario OK. Ça permet de dérouler le calcul. Je vous le montre dans un exemple très, très simple ici. Le transport aérien. Donc, si par exemple on avait un projet d'aéroport, si vous avez un avantage de 1000 à la base, dans le scénario de Paris sociétal, scénario KO, où on a des rationnements, des valeurs du carbone très élevées, on n'aurait peut-être que 20% du trafic en 2060. C'est le trait vert en bas. Par rapport aux autres scénarios. Et dans ce cas-là, les avantages, ils seraient moins 80%, grosso modo. Et si, à titre totalement indicatif, on dit finalement, ce scénario KO, il a 20% de chance d'arriver. Alors pourquoi 20%? Parce que si on mettait 1%, ça ne servirait à rien de faire le calcul. Si c'est 50%, ce serait scénario de référence. Donc c'est quelque part entre les deux. J'ai mis 20% au pif. C'est totalement illustratif. Mais quand vous pondérez avec 20% le scénario KO et vous regardez donc son avantage, au lieu d'être 1000, c'est 190 puisqu'il n'y a que 19% du trafic. À ce moment-là, ça vous permet de calculer l'avantage qui, au lieu d'être 1000, l'avantage pondéré, il fait 838 en pondérant ce qui se passe dans le scénario KO à 20% et le scénario OK à 80%. Voilà, donc pour terminer, dire que cette méthode, elle pourrait être élargie à d'autres secteurs, par exemple le chauffage des bâtiments, où on sait qu'il y a des choses plus risquées que d'autres en termes de technologie, l'alimentation et d'autres thématiques que le dérèglement climatique. Et puis on pourrait avoir un scénario KO alternatif qui, au lieu de serrer la vis dans tous les sens pour atteindre quand même la neutralité, qui consisterait à laisser filer les choses, mais à ce moment-là, on aurait des dommages très importants qui seraient les coûts des dommages du changement climatique, et donc on retombe un peu sur le même genre d'analyse en première approche. Voilà, excusez-moi. Bien, merci. Moi, je vais aborder, je vais être effectivement complémentaire. Moi, je vais vous parler essentiellement de l'électricité et des enjeux de la prospective et des scénarios tels qu'on les voit en tant que praticien, en fait, tous les jours. Et je vais essentiellement avoir 3 points. Le premier, c'est une brève introduction. Il n'y aura que 2 slides pour montrer, qui est en forme de paradoxe, en fait, pour montrer, en fait, on a beaucoup de scénarios. En réalité, on pourrait même parler d'inflation de scénarios d'un certain point de vue. Et on a des résultats, quand même, qui sont très décevants.
Mon deuxième point, c'est pourquoi, en fait, on est à quelques éléments de diagnostic sur le pourquoi, et je vais voir qu'il y a deux éléments principaux. D'un côté, il y a des lacunes de modélisation technico-économique, je dirais, un peu techniques, mais très importantes, notamment parce qu'elles ont des conséquences sur l'évaluation, tout simplement, de grandeurs aussi clés, je veux dire, pour tout. La prise de décision, mais pour la croissance économique, pour les aspects sociaux, d'inégalité, comme le prix de l'électricité, par exemple. Et il y a des éléments un peu plus structurels qui sont que généralement ce sont des modèles, des scénarios qui sont en fait en général très mécanistes. C'est des modèles d'optimisation linéaire que j'adore, très compliqués, mais en réalité, ils ne disent rien sur le mode d'emploi et sur le pratique et sur les conditions d'implémentation pratique qui sont en revanche clés, en particulier évidemment pour les décideurs et en particulier pour le monde industriel qui effectivement ne va pas obéir forcément je dirais, au tableur Excel qui est proposé, mais va obéir à d'autres causes, à d'autres contraintes éventuellement qu'il faut nécessairement intégrer à la réflexion. Et mon troisième point, ce sera de donner quelques pistes en fonction justement d'autres modes d'entrée en fait dans la scénarisation, d'autres types de scénarios qui existent notamment dans le secteur énergétique et dans le secteur électrique, pour voir justement quels pourraient être des axes justement pour en fait ce que disait Pierre-Marie, c'est-à-dire éviter à la fois la collapsologie et ce que tu disais, Jean-Paul, c'est-à-dire la démoralisation, c'est-à-dire il y a quand même des moyens d'action, notamment dans les politiques publiques, qui sont quand même clés à mobiliser, notamment quand on s'intéresse à des horizons de temps 40, 50 ans, qui sont ou dans lesquels le PIB n'est pas juste exogène. C'est quand même aussi une variable d'action. Ce n'est pas qu'une variable d'action, ce n'est pas qu'une variable de commande, mais c'est aussi une variable d'action. Et dans l'électricité, on voit que les bonnes politiques publiques, en fait, doivent permettre de booster, par exemple, le PIB et la compétitivité industrielle. Alors, mon premier slide, c'est cette inflation de scénario. Donc ça, c'est tiré d'un article, d'ailleurs, d'équipe française, Guy Warch et al., dans Nature Climate Change, où vous voyez en rouge le nombre de scénarios du GIEC qui sont utilisés dans les différents rapports, et les histogrammes bleus, c'est ce qui est recensé dans la littérature. Donc ça, ce sont tous les scénarios de prospective énergétique à l'horizon 2050-2100, qui modélise en fait l'avenir énergétique en fonction de scénarios, en fonction de cibles climatiques. Et ce qu'on voit, c'est donc qu'il y en a beaucoup, énormément. Le contraste, en tout cas moi qui me saisis quand je vois ça, c'est que si on regarde les résultats sur quelques paramètres clés, par exemple les émissions du secteur électrique, du secteur énergétique, je suis allé reprendre le World Energy Outlook de l'AIE de 2010, d'accord, qui prévoyait en 2020, vous voyez, 33,7 gigatonnes, eh bien le réalisé en 2020, c'est 34,1, donc très proche. Même chose sur quelles étaient les émissions prévues en 2010 dans un scénario tendanciel qui était, si on applique les politiques publiques de l'époque, c'est-à-dire les NDC de Copenhague, qui, je vous le rappelle, étaient considérés comme un demi-succès seulement, au mieux, et bien on arrivait à 13,6 gigatonnes et on l'a réalisé 13,5. Même chose sur un autre paramètre clé, l'électrification. La production d'électricité estimée était aux alentours de 27 000 TWh et on est à peu près au même niveau. Donc en réalité, d'un côté, inflation de scénario, de l'autre, des résultats qui sont en fait calés sur ce qu'on considérait comme un demi-échec, c'est-à-dire Copenhague. Donc je pense que quand même ça interroge. Alors, les éléments que je vois, donc c'est mon deuxième point, c'est que sur les modèles, en réalité, il y a des manques méthodologiques qui sont quand même importants. Je vais en citer un, parmi d'autres, on pourrait en discuter d'autres, mais le premier, c'est que dans la plupart des évaluations technico-économiques sous-jacentes au modèle, il n'y a pas, par exemple, s'agissant de mon secteur de l'électricité, il n'y a pas de modélisation de réseau.
Or, 1 euro investi en production, c'est généralement 1 euro investi dans le réseau. Et on sait que avec beaucoup plus de renouvelables, il faudra plus de réseaux. Donc, et le problème, on se prive là d'un élément de coût très important. Le deuxième élément, c'est par exemple comment estimer le coût du backup, c'est-à-dire de ces moyens de production qui peuvent être des batteries, par exemple, qui peuvent être de la flexibilité, qui peuvent être des moyens thermiques décarbonés. Comment estimer ce coût du backup quand on a, par exemple, dans la plupart des modèles, très peu d'années climatiques? On a très peu d'années solaires, on a très peu d'années de vent. Donc on loupe quasiment systématiquement tous les éléments dimensionnants qui sont, d'après ce qu'on voit en France, et qui est repris par RTE, une fois tous les 25 ans, on a 3 semaines, je veux dire en hiver, où il n'y a pas de soleil à la pointe, et où il y a, une disponibilité éolienne qui passe de 40% à 10%. Ça, c'est les éléments dimensionnants. Ils ne sont en général pas vus par la plupart des modèles parce qu'ils ne prennent pas en compte cette variabilité. Or, on a vu, avec l'étude RTE, qui de ce point de vue-là est très importante, très intéressante, on voit que c'est un élément majeur pour évaluer la compétitivité relative des différents mix et donc les prix demain du kilowattheure. Il y a des enjeux plus structurels qui sont, je dirais, liés aux investissements. Les investissements, la transition énergétique, c'est d'abord effectivement une question d'investissement. On a entre 2 et 4% du PIB supplémentaires en termes d'investissement qui doivent être mobilisés. Dans les modèles, évidemment, ces investissements se réalisent, je dirais, un peu magiquement, au moment où il faut, etc. Évidemment, les conditions concrètes pour mobiliser ces sommes, pour réaliser les centrales au bon moment, au bon endroit, ne sont jamais explicitées. Or, on sait, par exemple, l'importance cruciale, notamment de la visibilité, des contrats de long terme pour déclencher ces investissements. Et d'ailleurs, je dirais, sous le contrôle de Patrice, on le voit bien actuellement, c'est-à-dire on cherche désespérément du gaz, mais les Américains refusent de creuser parce qu'ils n'ont pas de contrat de long terme. Donc on voit bien que cette question des règles du jeu, là aussi, c'est une variable d'action de premier plan pour, je dirais, permettre effectivement que ces investissements se réalisent. Les temporalités industrielles ne sont pas prises en compte non plus dans ces modélisations, notamment tout ce qui est sur les infrastructures. Le temps des réseaux n'est pas le temps des installations, et on voit qu'il y a des problèmes, notamment en Allemagne, avec le réseau qui n'arrive pas. Ça coûte plusieurs milliards d'euros par an, les congestions de réseau. Ça n'est évidemment pas pris en compte dans les modèles. Il va peut-être falloir que tu te diriges vers ta conclusion. Eh bien, ma conclusion, c'est que donc on a, je dirais, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que seraient des travaux de prospective un peu intelligents et intéressants là-dedans? Ce serait d'abord, évidemment, de regarder, d'éviter tous les écueils qu'on a mentionnés technico-économiques, donc les corriger, donc avoir une modélisation plus précise sur ces aspects-là. Et le deuxième point, ce serait de regarder d'avoir des exercices de prospective qui permettent justement de déterminer des scénarios encadrants, mais qui soient justifiés d'un point de vue, je dirais, de la chaîne causale et de la cohérence du récit qu'il y a derrière. Et de ce point de vue-là, on a plusieurs exemples qui sont relativement intéressants. Donc les travaux du WEC, par exemple, du Conseil mondial de l'énergie, hein, où on a ces discussions, notamment sur quel est le rôle du marché, par exemple. Quels sont les impacts? Par exemple, dans un des 3 scénarios qu'ils regardent, on voit un scénario plutôt orienté sur on laisse le marché faire. Et dans ces cas-là, les questions qu'on a actuellement, c'est dans quelle mesure, compte tenu que pour la transition énergétique, tout va changer, que la géopolitique est beaucoup plus chahutée, dans quelle mesure ce scénario n'est-il pas associé à une volatilité extrêmement grande? Et donc, à rebours, on a un autre scénario où on explore la capacité à avoir des politiques publiques qui, justement, permettent de lisser ces éléments-là. Donc je pense que c'est plutôt à travers moins de scénarios, je dirais, comme ceux du début, qui sont trop un peu scientistes, trop simples,
et plus de scénarios, un peu comme ce qui a été fait un peu pour CIGEO, mais adaptés aux temporalités qui sont celles qu'on regarde de la neutralité carbone en 2050-2030, qui permettent de construire éventuellement des scénarios, je dirais contrastés, mais qui ont une justification profonde sur ce travail de prospective en amont. Ok, merci. Donc c'est une très bonne transition pour toi, Hugues. Donc tu peux... Rentrons de plein pied dans la prospective. En fait, ce que vous rêvez, et si tu dis que les scénarios sont décevants, c'est parce que tu rêves de modéliser le futur comme si le futur pouvait être modélisé, y compris uniquement en prenant en compte des paramètres et en faisant systématiquement l'impasse sur le fait qu'il y a des acteurs et que ces acteurs ont des comportements, ont des stratégies, plus souvent implicites qu'explicites, qui ne sont pas rationnelles. Et ça me paraît être le grand absent de cette matinée, c'est la prise en compte des acteurs. Alors, par rapport à ça, moi, mon expérience de la prospective, elle est très modeste. Le premier défi de la prospective, c'est de se représenter le présent, pas le futur. C'est d'essayer de nous former, de nous forger une représentation du présent en faisant le tri entre ce qui est anecdotique, conjoncturel, qui généralement va faire la une des médias, et puis ce qui, d'un autre côté, va nous apparaître relativement plus structurel. Là, on parle souvent de tendances lourdes, de faits porteurs d'avenir. Maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça, parce que ça change de nom tous les ans. C'est comme ça que les consultants font fortune, c'est en changeant le vocabulaire. Alors, on appelle maintenant ça des signaux faibles ou des émergences. Mais c'est toujours là. On part du présent, on essaie de se représenter le présent, y compris en tenant compte du fait qu'il y a une pluralité d'acteurs sur ces différentes scènes, que les mobiles de ces acteurs, les valeurs de ces acteurs, leurs moyens d'agir, leurs pouvoirs respectifs, si je puis dire, ne sont pas les mêmes. Bon. Et c'est à partir de là qu'on va essayer d'explorer à l'aide souvent de scénarios, mais pas nécessairement, le que peut-il advenir, qui est le premier volet de la prospective. Le que peut-il advenir, c'est aller chercher quels sont ces avenirs possibles qui sont autant de descendants plus ou moins probables par rapport à la situation actuelle. Donc, on fait, oui, des scénarios avec une difficulté, c'est que souvent on parle du futur sans vraiment dire si on parle des 5 prochaines années ou 50 prochaines années. Donc, on a des difficultés à apprécier les échelles de temps. Mais on a beaucoup de difficultés à apprécier plein d'autres choses. Parce que quand vous prenez des facteurs qui se mesurent en poids, en euros, enfin, les euros, c'est déjà moins sûr que les poids, vous raisonnez avec des variables quantitatives, quantifiables. Vous ne prenez pas en compte l'appartenance au pays, le désir, par exemple, la mobilisation des Français sur le thème très à la mode de, ça y est, j'ai oublié, des économies d'énergie, disons. Sobriété, merci François. Donc, pour moi, la prospective, c'est d'abord le que peut-il advenir en partant d'une représentation qui n'est jamais parfaite du présent et de ses descendants possibles à différents horizons qui sont souvent de l'ordre de plutôt de 20-30 ans quand il s'agit de socio-économie. Bon, le Conseil d'orientation des retraites, lui, travaille à l'horizon 2070, c'est normal, puisqu'à l'horizon 2070, c'est l'horizon des projections démographiques françaises. Néanmoins, quand il chiffre la retraite en pourcentage de PIB, moi, je me demande un peu ce que ça veut dire, un pourcentage de PIB de 2070. Bon. Alors, on a aussi des exercices prospectifs qui sont plus longs, et moi, je trouve que dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, du climat, bien sûr, il y a des exercices. J'ai mentionné le travail d'RTE, le travail de France Stratégie sur transport et mobilité, à mon avis, est très riche et assez novateur. On a dit une double démarche qui consiste à partir du présent pour explorer le champ des possibles. Alors là, ils parlent en français de forecasting. Et puis ensuite, comme ils n'arrivent pas à leur fin, ils vont faire du backcasting, comme on dit en français, du rétro-planning, pour voir si on veut être zéro carbone en 2050. Qu'est-ce que ça implique de la part à différents acteurs, à différents horizons temporels. Donc, à la question que peut-il advenir vient une question, le que pouvons-nous faire? La prospective, que moi j'en ai fait l'expérience, elle a pour vocation d'éclairer le décideur, pas de le rassurer sur l'avenir, d'éclairer le décideur sur les différentes stratégies. Alors, ce souci que nous avons
d'avoir une prospective ancrée dans les réalités. Pourquoi existe-t-elle? Tout simplement pour essayer de se distinguer des fictions. On a plein de fictions. On a toute une littérature en matière d'utopie, de dystopie. On a, et notamment les progrès des techniques, donnent lieu à d'abondants mouvements en ce genre. Je pense aux transhumanistes qui rêvent de faire l'homme Dieu, l'homme éternel, ou je pense à tous ceux qui aujourd'hui se réclament de l'effondrement. Il y a une abondante littérature sur l'effondrement qui n'est pas vraiment, à mes yeux, prospective dans la mesure où, bon, c'est un scénario catastrophe qui est plus ou moins bâti sur quelques données, mais ça ne va pas au-delà. Ça ne veut pas dire que les scénarios de prospective ne tiennent pas compte des ruptures. Futurible a sorti son rapport Vigie 2020 sur tout un inventaire de ruptures à l'horizon 2040-2050 et a développé 16 scénarios de rupture sur cet horizon qui reste un horizon, à mes yeux, à peu près contrôlable. Je ne veux pas dire pour autant qu'il faut faire l'impasse sur le temps long et voir le très long terme. On a toujours pris des décisions sur le très long terme. Nos infrastructures routières restent marquées par les voies romaines. Bon. Donc il y a toujours... Peut-être qu'on n'avait pas à l'époque ce sentiment d'engager les générations futures. Bon. Alors venons-en au très long terme. Au risque de caricaturer, Émile, je te provoque un peu. Si je vous ai bien compris, vous prenez sur le contexte deux variables, le PIB, on peut se demander ce que sera le PIB dans 1000 ans, et puis la stabilité des institutions et l'ordre social. Sur deux variables aussi fourre-tout, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va prendre des hypothèses ouvertes à 180 degrés. Et si tes hypothèses sont ouvertes à 180 degrés, tes scénarios vont être ouverts à 180 degrés. Alors à quoi ils servent? En quoi est-ce qu'ils renseignent le décideur? Je caricature le propos, évidemment. Alors vous mettez là-dessus des probabilités d'occurrence. On a beaucoup travaillé sur les probabilités d'occurrence, sur les scénarios à Futurim. Probabilité directe, probabilité indirecte, avec des enquêtes Delphi auprès d'experts, sur des panels internationaux, des panels français. Honnêtement, ces probabilités sont peu fiables. Et puis, quand on regarde la répartition des probabilités, donc je vais dire, par taquinerie pour mon ami Émile, vous avez des futurs possibles ouverts à 180 degrés, vous faites un habillage pseudo-scientifique en mettant des degrés de probabilité, comme si un décideur normalement constitué va décider avec des probabilités dont la plus importante ne dépasse pas 40% généralement. Et puis ensuite, tu as une miette de probabilité infime. Or, il y a des scénarios à très faible probabilité, mais y compris sur le présent, sur l'année à venir, qui sont à très lourdes conséquences. On le voit bien. Je termine. Oui. Je termine juste pour dire trois choses. On a de gros efforts à faire pour combiner prévision et prospective, pour combiner des simulations, parce que c'est des simulations vos modèles, les simulations, toutes choses égales par ailleurs, et les scénarios, qui sont des scénarios plus ou moins de discontinuité, de rupture. Rupture provoquée par nous ou subite, d'accord? On a, parmi ces enjeux, un enjeu colossal, c'est de savoir combiner les variables dures, qui visiblement vous intéressent, parce que comme vous savez le mesurer, vous vous dites que c'est scientifique et objectif, et des variables molles, parmi lesquelles les comportements humains. D'ailleurs, à ce propos de variables molles, et je reviens sur les scénarios CGO, moi je me serais plutôt appuyé sur l'école des annales, sur des gens comme Ferdinand Braudel, Philippe Ariès et autres, qui quand même nous enseignent des choses sur la manière de réagir des civilisations, sur l'histoire longue des civilisations. J'entendais il n'y a pas longtemps une conférence d'Anne Chen,
expliquant ce qui y a d'original dans la civilisation chinoise, ça me paraît des sources plus solides que vos PIB, dont on ne sait pas très bien comment ils sont calculés, surtout quand il s'agit de pays qui ont des statistiques économiques moins solides que les nôtres. De la même manière, l'évolution des valeurs, pas les valeurs financières, les valeurs humaines. Alors, il y a quand même pas mal de travaux là-dessus. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Ronald Engelhardt, de l'Université de Michigan, qui a toute une thèse sur les valeurs, qui est certes contestable, mais qu'est-ce qui n'est pas contestable? De toute façon, vos données scientifiques, elles sont sujettes à réfutation, elles sont sujettes à débat. Et puisque je termine sur le terme du débat, je dirais, regardez les débats qu'il y a eu dans le cadre du Manhattan Project sur le nucléaire dans les années 30-40, d'ailleurs sous la houlette d'Oppenheimer qui n'était pas vraiment pour. C'est le début, du nucléaire comme énergie et comme bombe. On a vu, comme beaucoup d'autres technologies modernes, qu'elles sont ambivalentes, elles peuvent déboucher sur les pires et les meilleurs des usages. Ça va dépendre des organisations humaines, ça va dépendre de comment sont prises les décisions. Et ça, je trouve que c'est un peu absent. Oui, tout à fait. Donc tu réinsistes sur la dimension, finalement, institution, valeur, culture, connaissance. Voilà, c'est ces 2-3 grands volets qui font partie aussi des variables clés, à la fois en tendance lourde, mais aussi en termes de variables d'action dans la prospective. Émile. Merci. Oui, je ne vais pas répondre à la question, tu me disais à quoi ça sert. Hein. Ben, il y a une première utilité, c'est de nous faire réfléchir. Je pose la question parce que je dis, qu'est-ce qu'on cherche? Oui, oui. On cherche à rassurer le décideur. Oui, oui. Ou est-ce qu'on cherche à lui montrer à peu près quels sont les risques et les avantages des différentes options? Oui, oui. Arrête de terroriser, Émile. Je pense que le mérite de notre travail, ça a été au moins déjà de susciter la réflexion et de susciter tes réactions qui vont un peu dans un sens qui est celui que je voulais exprimer d'une manière plus économiste et plus quantitativiste et plus bas. Alors, mes questions plus terre à terre, c'était au fond, elles rejoignent un peu les tiennes. Le scénario chaos, est-ce que c'est un scénario bien défini, un coup de laser qu'on envoie dans la nuit intersidérale, ou bien est-ce que c'est une partition des états du monde? Alors, je crois qu'il y a un peu les deux options ont été présentées. On a en tête les deux options, et je trouve que dans les carrés vert, orange et rouge qui étaient présentés par Estelle Buty et puis par Alain Sauvant, Alain Sauvant, je connais que lui, eh bien, c'était au fond des partitions de l'état du monde. Et on les synthétisait de manière implicite et sans le dire vraiment, on les synthétisait par une direction, un coup de laser unique. Je me demande si c'est légitime, s'il ne faut pas avoir plus de souplesse dans la description des scénarios. Alors, d'autre part, il y a quelque chose qui est assez intéressant et que tu as dit, c'est que quand vous faites des prospectives à assez long terme, vous avez une multiplicité de scénarios qui apparaît. Hein. Et je crois effectivement qu'il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal, c'est que plus l'horizon est loin, plus le nombre d'éventualités possibles du futur augmente. Hein, et plus le nombre de scénarios auxquels on devrait penser devrait augmenter. Hein. Le scénario chaos demain matin, c'est le bombe nucléaire. Dans 6 mois, c'est la bombe plus la pandémie, plus je ne sais pas quoi d'autre. Dans 10 ans, on y rajoute une deuxième pandémie, le changement climatique, etc. Donc, plus on s'éloigne dans le temps, plus il faudrait considérer d'éventualités possibles. Alors, d'autre part, évidemment, tout ça, c'est dépendant des secteurs. Hein. L'horizon à partir duquel on est obligé de passer de la prévision à la prospective et de la prospective à l'incertitude est différent selon les secteurs. Alors, d'autre part, est-ce que ces scénarios sont corrélés
avec la croissance, ces scénarios chaos sont corrélés avec la croissance économique. Alors je pense que oui, mais pas dans des proportions, pas dans une corrélation parfaite. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, qu'il y avait d'autres éléments à considérer, etc. Si on regarde d'ailleurs l'évolution de l'histoire économique du monde, hein, à travers des travaux de Madison, de Gregory Clark et autres, on s'aperçoit que le PIB par tête, il a un petit peu oscillé depuis l'année 0 ou l'année même moins 1000, jusque vers 1750, et qu'après, il augmente considérablement. Et au fond, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce schéma dans lequel on est va durer ou pas, hein. Et alors enfin, je voulais quelques réflexions sur la résilience. Alors je crois que la résilience est un élément fondamental, hein, bien sûr, mais le problème est à l'égard de quelles menaces, hein. Il faut bien mesurer les menaces. Il y a un an, si on avait tenu ce colloque, on n'aurait pas parlé probablement des mêmes menaces que celles qui nous viennent à l'esprit actuellement, hein. Donc une recommandation qui est de développer la veille, l'attention, etc. Et puis alors, d'autre part, investir, je rebondis là sur ce qu'a indiqué Patrice. Effectivement, si on avait investi à temps, si on avait été plus clairvoyant, plus prévoyant, on aurait pu investir à temps. Je pense qu'il faut aussi tenir compte de nécessaire souplesse, parce qu'on voit que les menaces évoluent, et privilégier l'adaptabilité, les solutions souples est nécessaire. Voilà. Alors, en ce qui concerne le réchauffement climatique, tout ça conduirait à porter peut-être un peu plus l'attention sur l'atténuation que sur l'adaptation. Ouais. D'accord. Donc peut-être moi, au fond, avant juste de vous repasser très vite la parole, si vous avez des réactions, hein, moi, au fond, ce qui me frappe dans toutes vos interventions, c'est effectivement un peu ce que je disais d'ailleurs au début, au fond. C'est-à-dire qu'il y aurait vraiment besoin de bien discerner quels sont les problèmes qu'on veut examiner, hein, et au sens où ils sont tous pertinents. Mais simplement, ce n'est pas exactement la même chose, et ça ne va pas vouloir dire la même chose en termes de scénario à faire et la manière dont on va conduire les exercices de prospective. À un bout, effectivement, on a l'impression que pour les 10 ans qui viennent, les 20 ans qui viennent, et je rejoins ce que François Dassa disait à propos des faiblesses de modèles, où pour une bonne part, des questions qui sont devant nous, je pense par exemple aux questions dans le secteur énergétique, hein, la crise actuelle, pas forcément celle qu'on aura dans 1 an ou dans 2 ans, mais celle d'aujourd'hui sur les marchés, c'est-à-dire celle qui est essentiellement un problème de prix, pas un problème de rationnement physique. Il manque très peu de molécules de gaz, très peu de kilowattheures. Par contre, on a les prix qui filent à peu près n'importe comment vers l'infini du gaz et de l'électricité, du gaz en Europe, de l'électricité plutôt en France, ou plutôt, disons, en tous les cas, à cause aussi de la faiblesse du parc français. Et donc, ces sujets-là, on voit bien qu'ils sont tout de même liés d'abord, comme tu le disais, à des faiblesses dans les conditions de réussite de nos exercices de prospective en termes d'équilibre offre-demande. Quand on a arrêté Fessenheim, quand on a arrêté les centrales charbon il y a 5, 6, 7 ans, et je me souviens des dossiers qui avaient été faits à l'époque, ou les quelques années qui précédaient, on savait très bien que ça n'était pas robuste par rapport à des hivers difficiles, donc par rapport à des variables de scénarios extrêmes, mais standards, pas des scénarios KO, ok, des scénarios, on regarde effectivement l'année 62-63, l'année 56-57, il fait froid pendant 4 semaines, eh bien il faut faire attention. On se dit, tiens, les Allemands, oui, si jamais il y a 3 semaines sans vent, on ne pourra pas compter sur leurs éoliennes. Donc il faut qu'on prévoie des scénarios de ce type-là. Idem sur le gaz, hein. Je veux dire, la robustesse des règles du jeu en termes de marché du gaz et de l'électricité, pour avoir participé à ces débats pendant une vingtaine d'années, ces arguments ont été mis à de nombreuses reprises sur la table pour dire ça n'est pas robuste si vous basculez tous les contrats de long terme, gaz en étant indexé spot. Je signale à l'assistance qu'on ne trouve peu ça dans les journaux, mais que la raison principale pour laquelle l'Europe paye son gaz 10 fois plus cher que les Américains et 5 fois plus cher que les Chinois et les Japonais, alors que les Chinois et les Japonais sont confrontés au même prix des marchés spot internationaux, c'est parce que les Chinois et les Japonais, ils ont toujours des contrats de gaz comme nous on en avait jusqu'il y a 7 ou 8 ans avant la pression de la Commission européenne, qui sont
pas du tout indexé spot sur le prix du gaz. Et donc, c'est les derniers mètres cubes qui payent très cher. Mais tous les autres, ils les payent toujours au même prix. Nous, avec la hausse du prix du gaz, on paye tout. Ça, pour moi, c'est une crise énergétique majeure, mais qui ne demande pas de faire de prospective subtile. Il demande juste un peu plus de professionnalisme dans les travaux que mènent les services de l'État. Ça nous interroge, parce que c'est pas que les gens sont bêtes. Donc pourquoi les Allemands ont-ils été aussi loin dans la dépendance de Poutine? Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger ça avec à l'autre bout Cigéo qui pose d'autres questions. Et les questions alors fondamentales qui sont vraiment ces questions un peu nouvelles, parce que tu parlais de l'histoire longue. C'est vrai que l'histoire longue nous apprend plein de choses sur les questions de déclin ou de décadence. Mais comme le disent la plupart des travaux d'historiographie aujourd'hui, en fait, on parle de moins en moins dans le monde des historiens sur le passé d'effondrement, de plus en plus de transformation et de métamorphose. Rome devient la Renaissance du XIIe siècle, en passant certes par un moment un peu compliqué, mais bon, pareil pour les Mayas. Donc on pourrait reprendre tous ces exercices. Il y a des références maintenant qui commencent à être bien connues, des très bons travaux faits en particulier aux États-Unis. On voit que l'interprétation de cette histoire longue, voilà, ça c'est parce qu'en fait on est encore sur cette histoire longue depuis, disons, la fin du Paléolithique supérieur. On n'est pas confronté à la chute d'une météorite et on n'a pas non plus cette puissance de feu de l'homme, des sociétés humaines, auxquelles on est confronté sur les questions qui deviennent planétaires, du type climat ou biodiversité. Et celles-là, elles sont tout de même nouvelles. Et donc là, il faut faire. Et donc ça, ce sont des questions qui sont à un bout et qui nous demandent, qui sont vraiment très exigeantes. Donc je ne vais pas plus loin, mais c'est vraiment ces questions-là qui sont derrière une partie des interventions, avec cette difficulté que la prospective transport sur le climat, elle est française. En même temps, les questions climatiques et de sensibilité du climat, ça c'est un débat aujourd'hui entre les climatologues à l'échelle internationale, y compris d'ailleurs, juste en passant, sur cette question de sensibilité de la température au CO2 et derrière des impacts à la température, qui est une question clé. Je signale qu'il y a un débat fort au niveau des paléoclimatologues qui commencent à essayer de prendre par la cravate leurs collègues qui s'occupent plutôt des modèles prospectifs pour les dizaines d'années qui viennent, en leur disant: camarades, si vous voulez qualifier les problèmes de boucle de rétroaction sur les nuages dans un système où il fait 4 ou 5 degrés de plus, il faut que vous qualifiez vos paramètres clés dans vos modèles en remontant au niveau du Miocène, il y a 30 millions d'années. On a des choses à vous dire. Pour le moment, ce sont des travaux qui sont aussi devant eux. Donc je pense que, voilà, si on doit parler de ces... Et si on doit parler aussi des problèmes d'investissement face au climat, effectivement, il faut faire attention à la biodiversité, à l'occupation de l'espace. Si on développe massivement des énergies peu denses, effectivement, le problème, c'est des matières considérables remuées, des déchets considérables, une occupation de l'espace considérable. Et donc, attention qu'une solution ne soit pas le problème de demain pour un autre problème planétaire. Donc, je pense qu'on ferait mieux, effectivement, dans ces exercices sur les sociétés et les États du monde, de prendre le temps de mener ces quelques réflexions spécifiques selon les sujets. Voilà, c'est ça mon élément de commentaire. Peut-être y a-t-il la place, mais je ne sais pas, j'en vois les organisateurs avec inquiétude, parce que je pense qu'on est en train de déborder totalement des temps. Donc tant que quelqu'un ne me prend pas, je n'ai pas de cravate, mais je continue, donc je donne la parole à la salle, peut-être pour une ou deux questions, puis on s'arrêtera après, mais sauf si tout d'un coup une catastrophe nous survient, et le ciel nous tombe sur la tête. Oui, vas-y. Oui, merci pour cette table ronde qui a permis d'ouvrir sur la prospective. Mais il y a beaucoup de choses à dire, mais juste un point. On regarde le temps très long, là, et il a été mentionné que sur le temps très long, les scénarios augmentent. On peut s'interroger si ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire que sur le temps très long, les scénarios diminuent. En particulier en ce qui nous concerne aujourd'hui, il n'y a qu'un seul vrai scénario, qui est le changement climatique. Alors à propos de modélisation très longue, je rappelle quand même que le changement climatique a été modélisé par une douzaine de laboratoires dans le monde, en partant de moins 20 000 ans et en allant jusqu'à plus 20 000 ans. Et c'est très intéressant parce qu'à cet horizon-là, moins 20 000 ans, la mer était 120 mètres plus bas. Et donc ils ont tout calé. Le CO2, la montée des eaux, etc. Ils ont laissé courir le modèle avec les émissions d'aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui se passe, non pas comme le GIEC le dit à la fin du siècle, mais à la fin de 3 ou 4 siècles plus loin. Et ce qu'on voit, c'est que l'inertie du système est telle que la montée des eaux est de 40 mètres à cet horizon-là. Et donc on voit bien que là, on a un cadre
qui nous occupe, qui est peut-être premier par rapport à tous les autres. Je dis ça comme une idée pour bien relativiser le problème. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on pourrait dire, et je m'interromps juste avant de te passer la parole, mais c'est vrai que on voit tout ce travail considérable qui a été fait sur les déchets nucléaires. Moi, je suis partie prenante et donc je trouve qu'il est vraiment très bien. Mais pour une part, c'est vrai qu'on se pose la question des déchets nucléaires de cette façon jusqu'au bout, parce que c'est sympathique, parce qu'on a des éléments de solution, même si Pierre-Marie Abadie n'aime pas que j'utilise ce terme, mais on a des éléments de solution. Sur les déchets toxiques chimiques, qui sont en volume bien plus important, je veux dire, en fait, il faudrait faire la même chose. On n'a pas de solution aussi facile à mettre en œuvre parce qu'ils ne sont pas assez concentrés. Et donc, c'est des volumes très importants et pas facilement concentrés. Ils le sont dans certaines industries. Donc, c'est beaucoup moins facile de les mettre juste dans quelques petites boîtes pour s'en occuper. Donc, je pense qu'on a parfaitement raison de faire ça pour les déchets nucléaires. On a une solution, on a des éléments de raisonnement et donc, attention à les conditions industrielles de réussite, mais c'est très bien. Sur les déchets toxiques chimiques, qui eux sont stables pour une bonne part d'entre eux à l'infini, hein, je veux dire, c'est quand même un peu compliqué. Alors le climat, tu as complètement raison, c'est vraiment le problème majeur, avec des effets à un horizon non seulement des dizaines d'années qui viennent ou séculaires, mais millénaires, hein, et effectivement majeur, hein, qui met en cause notre environnement. Et on peut avoir la même chose sur la biodiversité. Hein. Patrice. Oui, moi je suis un peu perturbé par nos échanges parce que j'ai quand même un peu le sentiment qu'on pourra en ressortir avec le fait que ce détour par le très long terme nous conduit vers un horizon des possibles extraordinairement large. Et moi, ça me pose problème parce qu'il me semble que le détour qu'on a fait par le très long terme nous éclaire et crée plutôt des certitudes et des enseignements pour ici et maintenant. J'ai du mal à rester dans le très long terme. Il me semble que le travail qui nous était demandé, je parle sous le contrôle de Pierre-Marie Abadie, sur le très long terme, on a fait le job. Alors évidemment, il y a des problématiques de mise en œuvre, mais il me semble que c'est surtout intéressant. Enfin, comment dire, Keynes nous a dit à long terme, on sera tous morts. Alors vraiment, dans le très long terme. Donc, est-ce que le très long terme, encore une fois, nous permet de dire sur ici et maintenant? Je pense que ça crée vraiment des certitudes. Premièrement, si on puise dans l'histoire, il me semble que il faut qu'on ait à l'esprit qu'on est le premier continent, le premier groupe de pays émergents. On a cramé le pétrole et le gaz qui étaient à portée de nos mains, et puis le charbon va devenir de plus en plus difficile. Et donc on est dans une extraordinaire dépendance. Et puis par ailleurs, le fait qu'on n'exploite plus chez nous de pétrole et de gaz, ça veut dire que nos transformations vont produire moins de coûts échoués de stranded assets. Et donc là, il me semble que c'est un cadre qui peut permettre d'orienter les politiques publiques, encore une fois, à la condition de calculer non pas seulement les effets globaux de l'action climatique, mais également les co-bénéfices locaux, pour différentes raisons, notamment parce que ça permet de clarifier le payback et ça permet également d'améliorer l'acceptabilité de ces investissements. Avant-dernière remarque, il me semble, et j'en reviens à ces problématiques sur le transport, mais qui pourraient s'appliquer également sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Il me semble que face à un monde d'une extraordinaire incertitude, on peut identifier 2-3 catégories d'investissements qui sont des investissements sans regret. Si on avait plus de transport public, indubitablement par rapport au type de crise extraordinairement dense et diverse qu'on subit depuis 3-4 ans, eh bien on s'en porterait mieux, y compris économiquement aujourd'hui. Il me semble que ça ne fait pas de doute. Et donc voilà, on est plutôt là en présence quand même de 2-3 certitudes et points fermes sur lesquels on peut s'appuyer pour orienter l'action publique. Enfin moi, je ne veux pas que la conclusion soit ce que tu montrais sur l'inflation de scénarios sur le futur et sur le fait que nous serions... Alors évidemment, si par hypothèse, nous étions russes, nous étions saoudiens, nous étions texans, ce qui n'est pas le cas, évidemment, la question se poserait d'un autre ordre et il serait sans doute beaucoup plus difficile d'avoir des options sans regret. Mais il me semble que nous en avons quelques-unes à l'agenda et puis ça me paraît intéressant de le signaler. À un moment, on réfléchit à la planification, enfin si tant est qu'on ait bien compris encore ce que ça va signifier. Hein. Mais ce que tu dis, ça montre bien que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir mener les discussions qu'on a tout de suite, beaucoup trop vite, mais de prendre le temps de pouvoir les mener comme ça. Je veux dire, en français dans le texte,
C'est ça le point important. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout contradictoire, tout ce que vous dites pour moi. Hein. Parce que, je veux dire, ce qu'adressait François, au fond, c'était le fait que sur un problème, si je prends un problème planétaire, je vois que les émissions de CO2, 20 ans plus tard ou 10 ans plus tard, sont au niveau du business as usual. Ça veut dire qu'au niveau planétaire, ça ne marche pas. Tu vois, ce que tu connais très parfaitement. En revanche, ça n'empêche pas que ça marche ou que ça ne marche pas. Il y a peut-être des investissements sans regret, en France et en Europe, qui aident ça. Mais même si ça aide moins, de toute façon, ça fait sens pour tout un tas d'autres sujets et ça nous prépare pour l'avenir. Mais je pense que c'est ces choses-là qu'il faut essayer de mieux articuler. Hein. Pareil pour le scénario sur les déchets nucléaires. Moi, je reste convaincu que ce qui a été fait est bon, y compris par rapport à ce que tu dis, Hugues, en fait. Hein. C'est-à-dire, si on interprète le scénario chaos, OK, par rapport justement au problème que sont les déchets nucléaires et à l'ensemble des solutions possibles ou des options de projets possibles que l'on a, c'est, je trouve, l'histoire qui est racontée autour de ça, avec des scénarios, mais l'histoire, tu vois, c'est l'histoire. L'histoire qui aide, elle aide bien le décideur en montrant aussi la faiblesse des paramètres. Donc elle laisse au décideur le choix de la responsabilité de prendre la décision. Mais ça lui permet de mieux voir quel est le problème. Et s'il décide, s'il prend cette décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel type de raisonnement, en français dans le texte, doit-il être capable de faire? Et parfois, les mathématiques aident à vérifier que le français est effectivement rigoureux. Mais si je peux juste poser une question... Est-ce que c'était indispensable de faire tous ces travaux sur CIGEO alors que, à plusieurs reprises, vous avez dit que c'est la seule solution? On ne va pas réouvrir cette discussion. Peut-être sur ce point-là, calculer quand même, faire des scénarios et calculer les valeurs assurantielles. Je pense que c'est quand même une bonne démarche parce que ça permet de savoir jusqu'où il ne faut pas aller non plus trop loin dans l'achat d'assurance. Et en faire un peu, oui, trop loin, c'est pas bon. Donc je pense qu'il y a quand même une dualité entre lire Brodel et faire quelques additions et multiplications. Il faut les deux pour un monde réussi, je pense. Une dernière question, et puis on s'arrête après, c'est promis pour la salle. Hein. Florent Corot, Tech for Life. Vous avez beaucoup parlé de PIB, certains avec une certaine foi et d'autres avec un peu plus de distance ou de doute. Ma question porte sur la mesure de la valeur. Le PIB mesure une valeur qui est aujourd'hui largement basée sur une comptabilité financière. On voit aujourd'hui émerger des comptabilités qu'on appelle multicapitaux, qui essaient de prendre la mesure de ce qui se passe du point de vue écologique. C'est facile en carbone, dans les gaz à effet de serre, c'est un peu plus difficile dans la biodiversité, par exemple, encore plus difficile dans le social. Ma question est la suivante. Pensez-vous que la mesure de l'activité et de la valeur associée va permettre de retravailler les scénarios, peut-être de travailler sur une autre base de données? Tu veux réagir? Moi, je dirais juste que c'est vrai que je fais partie des peut-être quelques économistes qui pensent qu'il ne faut jamais parler du dual sans parler aussi du primal, et que c'est très important de parler de prix, mais en sachant toujours la faiblesse du système de prix, quoi qu'il arrive. Et donc, il faut toujours essayer de parler de la vie des gens qu'il y a derrière ces prix. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour l'histoire longue, hein, soit dit en passant, parce que les trucs de Madison, on pourra en reparler, mais ils sont tout à fait intéressants avec cette approche de prix. Mais moi, je suis quand même plus tranquille quand je comprends comment le gars au néolithique, il vivait dans sa maison, et jusqu'où il était content ou pas, et qu'on essaye de me dire des choses sur le type de maladie qu'il avait. Mais vas-y, Émile. Peut-être un dernier mot, puis on s'arrête là. Non, je n'ai pas parfaitement saisi la question, j'ai mal entendu. Tu veux intervenir? Élargir le PIB, ah oui. Oui, c'était sur le PIB. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Il y a eu d'ailleurs des tendances, des essais, des travaux dans cette direction. Hein. Et c'est évident que le PIB est une mesure très imparfaite. Hein. C'est une mesure imparfaite du bien-être à de nombreux aspects, hein, bien sûr. Il faudrait au moins intégrer tous les aspects environnementaux, tous les biens non marchands. Hein. Il faut aller vers les indicateurs de développement humain, etc. Mais il y a des tas de travaux. Hein. Ok, non, je propose peut-être qu'on s'arrête là. En tout cas, merci beaucoup. Merci à la patience du public. Et puis, à tout à l'heure.